On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Émilie Frémont-Cloutier nous présente un balado réalisé par Véronique Demers sur les collecteurs de contenants consignés. James Langlois analyse le phénomène culturel Squid Game, cette fameuse et sanglante série Netflix. Et Ariane Blais-Lacombe passe en revue la tradition des calendriers de l'Avent et ses variations modernes. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du versatile James Langlois. Bonjour James. Bonjour Antoine, le versatile co-animateur conduit une Versa. Hein? Tiens, c'est une... Ben voyons donc. Quel drôle de hasard. Notez qu'on ne reçoit aucune commandite pour cette pub. Cette plug gratuite. Hey James, je dis versatile parce qu'aujourd'hui, tu te plonges dans une chronique. Oui, je vais parler de cette fameuse série. Tous les médias en ont parlé. Là, on est un peu, je dirais presque en retard, là, mais ça continue parce que le Squid Game, le jeu du calmar, la fameuse série Netflix, est encore dans le top 10 au Canada. Et elle a été dans le numéro 1 dans 94 pays au monde. Là, fait que c'est pas fini. Il y a encore des articles qui sont écrits à ce sujet-là. Mais aussi, nous, on est peut-être un peu décalés, mais ça nous permet une profondeur inégalée. Exactement. J'espère que je vais être assez profond pour toi. Des gens à saluer, James? Non, mais on invite les auditeurs à continuer de nous écrire là, au npdm@le-verbe.com et sur la messagerie de nos réseaux sociaux. Génial. On a autour de la table... on a une table assez féminine. Hein? Aujourd'hui, on est minoritaire. James, c'est une bonne chose quand même, une fois de temps en temps. Oui. Une émission masculine complète la semaine dernière. Ah ouais, bon là, c'est ça. Il faut rétablir les choses. Alors, nous ne sommes pas paritaires et c'est bienvenue. Bienvenue à Ariane Blais-Lacombe. Bonjour. Allô, Antoine. T'es prête pour Noël, toi? Non, pas du tout. Je viens parler des calendriers de l'Avent, entre autres pour m'inspirer moi-même, parce que j'en ai pas fait. Alors, c'est une auto-chronique, là. Tu t'auto-suggères des affaires. Exactement. Bon, c'est bon. On va t'écouter quand même, là, même si c'est à toi que tu parles d'abord. C'est gentil. Émilie Frémont-Cloutier, bienvenue. Bonjour, Antoine. Tu n'arrives pas seule aujourd'hui. Tu es accompagnée et très bien accompagnée. Salut, Véronique. Bonjour. Alors, toutes les deux, vous nous présentez une initiative ou même un balado que tu as mené, Véronique, et qui est tombé dans l'oreille d'Émilie. Comment ça s'appelle, Émilie? Ça s'appelle Les Valoristes, en fait. Puis c'est un balado qui a été fait pour, mieux reconnaître, en fait, le travail des gens qui ramassent les contenants consignés. Donc, un peu partout, là. Donc, puis pour, avoir une meilleure connaissance là, de leur réalité. Et c'est Véronique qui a réalisé ça. On aura des extraits, j'imagine, hein, dans quelques instants. Oui, absolument. Puis je considère que c'était assez truculent. Ah ouais, hein? Bon, à suivre de l'autre côté de ce pont. Ah, les canettes consignées. Certains les lancent dans les bacs de recyclage, d'autres les rapportent à l'épicerie, alors que d'autres les transforment en revenus d'appoint. Ces valeureux recycleurs ambulants ont un nom, ce sont les valoristes. La chroniqueuse Émilie Frémont-Cloutier a déniché pour nous un magnifique balado réalisé par la journaliste indépendante Véronique Demers. Elles sont toutes les deux avec nous aujourd'hui. Émilie, Véronique, bienvenue. Merci. Merci. Question de bien saisir l'ambiance de ce balado. Allons tout de suite écouter un extrait de la bande-annonce des Valoristes. J'ai trouvé 2 grosses poches de canettes. Là, j'ai dit, je laisserai pas ça là, je vais ramasser ça. Ça me permet de casser mon isolement. Dans mon cas, c'était comme hiver. C'est un peu à temps partiel, souvent à temps perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un point de dépôt de contenants consignés. Des fois, c'est pas tout le temps évident là, de vulgariser ça. Alors, je vais m'adresser à Véronique d'abord, qui est derrière ce projet fou. D'où t'es venue l'idée de faire une série balado complète, hein, c'est, je pense, 6 épisodes, sur ce métier à la fois très connu, hein, très populaire, mais méconnu en profondeur là, déjà.
En fait, je dois préciser que le projet, en fait, avait déjà été subventionné. Tout ça, ils étaient à la recherche d'un journaliste et c'est vraiment par contact interposé qu'on me l'a proposé. Je voyais ça sur un beau plateau d'argent, mais je réalisais pas à quel point c'était vraiment un travail de moine qui exigeait beaucoup de minutie. Et puis, ça m'a permis aussi, en même temps, là, d'adapter mon écriture pour l'écriture radio, une écriture parlée qui est vraiment différente quand même que l'écriture écrite. Mm-hmm. Donc, ça a été vraiment une super belle expérience. Ça a commencé l'été 2020. Et puis là, ça a été lancé officiellement à la mi-octobre. Oui, c'est ça, cet automne. Ça fait pas longtemps qu'on peut y accéder. Là, d'ailleurs, c'est accessible sur ckiafm.org, le site de CKIA. CKIA, c'est quoi, Véronique? CKIA FM, ça se trouve à être une radio communautaire. Avant, qui était située en Basse-Ville. Maintenant, c'est dans le Vieux-Québec. Et vraiment qui mettent de l'avant ce genre d'initiative-là. En fait, ce sujet-là, ce projet-là a été subventionné dans le cadre par le ministère de la Culture pour spécifiquement à l'inclusion sociale. Donc, de mettre en lumière, mettre en valeur ces valoristes-là, ces travailleurs de l'ombre-là qui ramassent des contenants consignés qui sont souvent jugés ou laissés pour compte. C'est sûr qu'ils ont un peu de misère dans la vie, là, mais ça donne des témoignages vraiment intéressants. Puis le fait qu'il y a l'aspect psychosocial à Montréal, où ça existe depuis plus longtemps sous forme de coop, parce qu'ici, à Québec, ça a vu le jour sous forme de OBNL. Mm-hmm. Mais c'est ça, ils sont accompagnés. On y reviendra à cette coop des valoristes, mais tout d'abord, c'est qui? C'est qui les valoristes? C'est qui ces gens-là? Est-ce que c'est seulement des itinérants, ceux qu'on croise le plus souvent dans les centres-villes, ou il y a d'autres personnes qui font ce genre d'activité? Je vous dirais que c'est surtout des personnes sur l'aide sociale. On s'entend que on roule pas sur l'or, puis même, j'ai l'impression que ce qu'ils reçoivent comme prestation, c'est très, très minimum pour payer à même leur loyer. Comme un des valoristes que j'ai interviewé disait que s'il ne ramassait pas de canettes et s'il n'y avait pas un petit revenu d'appoint, il ne pouvait même pas penser s'acheter une crème glacée là, à 30 degrés. Là. Fait que c'est comme un passé-bien, mais c'est ça. C'est surtout des gens sur l'aide sociale qui ont à peu près juste ça comme activité ou qui ont une contrainte sévère à l'emploi. Tout ça. Ouais. D'ailleurs, c'est le cas de Lise Lachance que tu interviews. Allons écouter un deuxième extrait de ce balado intitulé « Les valoristes ». Résidant dans le quartier Saint-Roch depuis 35 ans, Lise Lachance a 64 ans. Si je pouvais la nommer autrement, je l'appellerais Madame Courage. C'est un petit bout de femme portant des lunettes et une casquette. Avec une canne sur laquelle elle s'appuie, elle se promène souvent dans les rues de la ville avec un petit chariot dans lequel elle transporte des contenants consignés. Ça donne quoi de laisser ça là? Tu sais, je veux dire, il y en a que si on voit de l'argent à terre, on va la ramasser. Ben moi, je me dis, c'est la même affaire. Il y a même une fois, j'avais trouvé 10 piastres. Je l'ai ramassé. Fait que je vois 10 piastres de bouteille, je vais ramasser pareil. Et dans le fond. Mine de rien, ça fait déjà 10 ans que Lise Lachance a l'habitude de ramasser des contenants consignés. C'est parce qu'une fois, j'allais chez mon beau-frère. À un moment donné, j'ai trouvé 3-4 caisses de bière avec 2 grosses poches de canettes. Là, j'ai dit, je laisserai pas ça là, je vais ramasser ça. Fait que c'est comme ça a commencé. C'est fascinant. Véronique Demers qui a réalisé cette série balado. C'est ta voix d'ailleurs qu'on entend au tout début de l'extrait qu'on vient d'entendre. Tu t'évoquais un peu là, il y a quelques instants la coopérative des valoristes qui fonctionne à Montréal. Depuis peu, il y en a une à Québec aussi. Est-ce que ce sont les premières au Canada? Je pense qu'il y en a eu d'autres ailleurs avant. En fait, c'est ça. Celle de Montréal s'est inspirée de United We Can à Vancouver, dans l'Ouest canadien. C'est un jeu de mots, là, sur Uni, on peut, mais United We Can avec les cannes. J'imagine, oui, c'est ça. Buggy Recyclers, puis ça, c'est comme une expression en anglais pour qualifier là, les valoristes. Mm-hmm. Il y en a plein d'autres aussi. Alors, ça ressemble à quoi cette coop-là ici à Québec? À Québec, c'est ça. À Montréal, c'est une coop et à Québec, c'est un OBNL. Dans le fond, ils avaient un gros conteneur maritime en dessous des bretelles de l'autoroute du Frein-Montmorency dans le quartier Saint-Roch où 2 avant-midi par semaine,
ils invitaient les gens à venir faire des dépôts. Il y en avait qui pouvaient juste amener leur contenant consigné pour faire des dons pour l'organisme, parce que c'est ça, c'est un OBNL. Alors, c'est quand même cool. Et là, tu as fait tout ce travail-là journalistique. Tu le disais tantôt, tu as commencé en juin 2020. Ça s'est échelonné durant tous les mois qui ont suivi, en plein contexte de pandémie. Comment tu as fait pour réaliser tes entrevues? Ça a été plus compliqué que temps normal? Ça a bien été, là, mais c'est sûr que tout a été plus long. Mais en fait, je pense que ceux qui ont eu le plus de difficultés, je vous dirais, par rapport à la pandémie, ce sont les valoristes même, parce que, tu sais, dans le fond, pendant un bon moment, les épiceries, tout ça, ils ramassaient pas là, les contenants consignés. Donc, eux, ce qui leur servait de revenu d'appoint, tu sais, les valves, c'était coupé, là, pour eux. Il n'y avait pas de débouché pour leur... Non, pas vraiment. Alors, comment ils procédaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se revirer de bord? Il y en a qui ont juste comme accumulé, puis se sont serrés la ceinture, je sais pas. Ariane? Moi, je connais même quelqu'un qui a prêté son sous-sol à une valoriste pour qu'elle puisse entreposer les canettes. Puis comme il y avait des risques de vermine dans le dit sous-sol, là, c'était pas un sous-sol fini habité. Fait qu'elle avait dit à la personne, il faut vraiment que tu laves les canettes, mais tu sais, elle avait pas d'endroit où laver, fait qu'elle lui avait juste sorti des chaudières. Puis là, en plein hiver, elle rinçait toutes ces canettes à la main dans le froid pour pouvoir les entreposer. Fait que tu sais, de voir que les gens sont prêts à faire tout ça pour avoir ce revenu-là, ça montre à quel point, tu sais, ils en ont besoin. Là. Oui. C'est pour ça que Madame Lachance, qu'on a entendu tout à l'heure, Madame Courage, tu sais, comment dire, elle pourrait être en meilleure santé, disons. Là. Elle a une canne, puis elle se promène avec son buggy, elle est dans la 60aine, puis elle fait ça encore. Là. Je trouve ça quand même admirable. Là. Je me souviens aussi qu'il y a un homme dans le balado qui mentionnait là, que c'est ça, c'était le temps que ça déconfine parce que son logement était rendu complètement plein là, de canettes ou de contenants à consigner, puis que c'est ça, c'était rendu le temps là, qu'il puisse aller les porter. Et là, pour la plupart des commerces, là, ça a rouvert ce qu'on appelle les gobeuses. Désormais, les valoristes peuvent aller porter ça là. Il y a évidemment, l'été, ils peuvent aller au conteneur sous l'îlot, à l'îlot Fleury. Véronique Demers, allons tout de suite écouter un autre extrait qui parle cette fois-ci d'inclusion sociale, qui était même au cœur de la mission de ce balado-là, l'inclusion. Je travaille pour les valoristes 3 jours par semaine. Puis c'est ça, ça me permet de voir tout le monde. Puis ça me permet de briser mon isolement puis de côtoyer des gens. Puis j'aime le travail, j'aime les gens. Ça fait que ça me permet vraiment de sortir de chez nous. C'est quelqu'un de la rue qui m'a dit que ça existait. Je connaissais pas la place, l'endroit. Il me l'a indiqué. Il venait avec moi. Puis au fil du temps, j'ai réussi à demander à Marca si elle avait besoin d'aide. Puis elle m'a dit oui, qu'elle était pour me montrer mon travail. On vient d'entendre un extrait de la série Balado Les Valoristes, qui est disponible sur toutes les plateformes de balado. Là. On peut l'avoir sur SoundCloud ou sur Spotify, par exemple. Émilie Frémont-Cloutier, qui est un peu derrière cette chronique-là d'aujourd'hui sur les valoristes, qui nous a déniché à la fois Véronique et le balado. Émilie, comment tu as reçu ça, toi, cette série-là? Comment tu l'as écoutée en tant que chrétienne, entre autres? Bien, moi, je trouve que c'est ça. Il y a vraiment des perles d'humanité. Là. Tout d'abord, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très touchant. Puis je trouve que Véronique, tu as fait un travail là, de journaliste dans le sens le plus noble du terme, là, dans le sens qu'elle mettait vraiment comme autant des politiciens que des commerçants, que des gens, des valoristes ou des gens impliqués dans les coops en lien là, pour exercer une forme de changement social pour que ces gens-là soient plus reconnus. En tout cas, j'ai vraiment vu cette œuvre-là à travers ce que tu as fait. Puis aussi, je trouve que c'est vraiment un très bel exemple. Tu as peut-être fait ça un peu aussi sans savoir, tu sais, d'écologie intégrale, finalement, de mettre en valeur le travail de ces personnes-là parce que ça, c'est mentionné dans l'Audate aussi. Je pense que le pape François le mentionne. Il n'y a pas vraiment de solution efficace là, à la crise environnementale sans perspective de justice sociale, en fait. Puis, je pense que de trouver des solutions, finalement, qui amènent plus de reconnaissance, de réponse aux besoins des gens en précarité. On travaille aussi
de façon efficace là, à solutionner là, des problèmes environnementaux. Là. Moi, je travaille dans le domaine des transports collectifs, là, l'accès au transport collectif des gens à faible revenu, puis ça va exactement dans le même sens, de répondre à leurs besoins. Ça apporte une bonne solution environnementale aussi. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de liens que je vois dans une perspective chrétienne, là, en fait. Sauver la planète se fera jamais sans les personnes les plus précaires. Au contraire, en ayant les deux en tête, à la fois les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, ben, ça permet une espèce de synergie. Oui, bien, c'est ça. Comme il a été mentionné, ces gens-là, dont le travail est souvent comme ignoré, même méprisé, finalement, ben, ils contribuent de façon vraiment significative à la réduction des déchets, puis faire en sorte que nos villes soient plus propres aussi. Puis souvent, c'est pas perçu comme ça. C'est même, souvent perçu comme un dérangement. Ben ouais. Donc, un dernier mot, Véronique Demers, toi qui as réalisé cette série balado intitulée Les Valoristes. Il y a quand même une modernisation de la consigne là, qui est prévue pour l'an prochain. C'est quoi les enjeux que ça soulève là, pour ces gens-là? C'est ça. En fait, la loi sur la consigne a été faite en 1984 et depuis ce temps-là, ça n'a jamais été modernisé. Et au départ, c'était vraiment pour les bouteilles de bière, les canettes de liqueur. Sauf qu'au fil des ans, on a pu voir venir sur le marché, sur les tablettes, vraiment beaucoup d'autres contenants, comme les bouteilles de kombucha, les canettes de cidre. Les boissons énergisantes. Mm-hmm. Ouais. Toutes ces choses-là. Donc, c'était vraiment comme qu'est-ce qu'il y avait c'était le contenu et pas le contenant. Donc, maintenant, peu importe que ce soit du cidre, la bière, la boisson gazeuse, du kombucha, ça va être vraiment élargi. Puis, au-delà il va donc avoir plus de produits consignés. Oui, exactement. Et puis, aussi, il va y avoir normalement une uniformisation au niveau du tarif parce que là, il y avait vraiment des marges là, différentes, là, 5 sous, 10 sous, 20 sous. Uh-huh. Et puis, les bouteilles de vin aussi, vendues à la SAQ, c'est censé être intégré aussi. Voyons. Ariane. Oui, t'allais dire quelque chose, non? Non, je me réjouis vraiment d'apprendre ça. Comme ça. Parce que je trouve que c'est tellement une bonne nouvelle, là, les bouteilles de vin, là, enfin. Vraiment. Puis c'est ça, donc la modernisation de la loi sur la consigne devrait entrer normalement en vigueur à l'automne 2022 et des étapes ultérieures là, vont être franchies dans les 2 ans qui vont suivre. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Oui! Bon. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est que ce balado est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, Anchor.fm, Spotify, SoundCloud. On a juste à taper les valoristes là, dans les barres de recherche de ces trucs-là. Et aussi sur ckiafm.org. Véronique Demers qui a réalisé tout le travail journalistique et qui a interviewé tous ces gens-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci, Émilie. Frémont-Cloutier aussi d'avoir déniché cette petite perle. Du vent dans la tête des cicales, les brillants de la fête se régalent et regardent. Personne ne dit un mot.
importe que l'autre mais la regarde, on ralentit quand elle marche avec lui. Tiens-moi bien le corps, qu'il m'emporte ailleurs si je reste ici. Tiens-moi bien le cœur, qu'il m'emporte ailleurs, car je reste ici. Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre « Je reste ici » de la chanteuse Mara Tremblay. Au sommet des palmarès de visionnement sur Netflix depuis plusieurs semaines, la série Squid Game, ou au Québec intitulée Le jeu du calmar, s'est transformée en véritable enjeu d'éducation et de santé publique, alors que de nombreux parents se demandent s'ils peuvent laisser leurs ados regarder toute cette violence. Notre chroniqueur et co-animateur de cette émission, James Langlois, l'a vu et répondra à toutes nos questions sur le sujet, mesdames. Oui, parce que j'ai appelé cette chronique pour ceux qui veulent tout savoir, mais qui ne veulent pas la voir. Aha! Donc, il va y avoir des divulgateurs. C'est quoi un divulgateur? C'est ce qu'on dit en anglais des spoilers. Là. Ça veut dire qu'on va révéler des éléments clés de l'intrigue du scénario. Alors, avis aux intéressés, ceux qui veulent l'écouter ou qui ont commencé à l'écouter puis qui n'ont pas fini, changez de poste. D'ailleurs... et revenez dans quelques minutes. Ça a été traduit jeu du calmar ici au Québec, mais paraît-il qu'on peut dire aussi calamar. Moi, j'ai vu calamar. Donc, si vous ne saviez pas qu'on fait dire calamar, ça existe. Mais pas rapport du tout avec la chronique aujourd'hui. C'est-tu si violent que ça, James Langlois, le jeu du calmar? Moi, honnêtement, j'ai vu des films plus violents que ça. Est-ce que je suis un bon critère de discernement? Je ne sais pas. Mais tu sais, si ceux qui pensent, par exemple, à Décadence, là, où il y a quelqu'un qui capture des gens qui commettent des péchés graves, puis il leur fait subir des espèces d'épreuves physiques où ils doivent sortir, des fois, se violenter très fortement. C'est beaucoup moins violent que Décadence. Mais que tu as pris l'extrême, là, puis c'est moins violent que l'extrême violent. C'est rassurant. Moi, ça me fait penser à beaucoup de films d'action standard. Là. C'est sûr que c'est du monde qui se font tirer, c'est du monde qui se battent, mais il n'y a pas de violence gore. D'ailleurs, le film est classé 16 ans et plus et non 18 ans et plus, donc il y a quand même une gradation à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais c'est pas un film d'amour, là. Non, c'est vraiment pas un film d'amour. Mais moi, je pense que j'ai dit un film, c'est une série, là. Oui, une série. Mais ce qui est, je pense que ce qui est troublant dans la violence de ce film-là, c'est beaucoup le contexte dans lequel c'est fait. C'est une espèce d'univers enfantin, dystopique, et qui, dans le fond, il y a une espèce de gratuité qui à la violence qui est faite dans le... Bon, pour le dire... Une absurdité. C'est ça, oui et non, parce que dans le fond, les gens qui... Bon, on va rentrer dans le synopsis, vous allez comprendre. C'est pour ceux qui l'ont pas vu, là. C'est des gens très endettés. Bon, ça se situe en Corée, c'est une série coréenne. C'est des gens super endettés. Plus que toi puis moi, mettons? Oui, vraiment beaucoup. Okay. Et qui sont invités à participer à un jeu dans lequel il y a des millions de dollars en jeu. Et il y a 456 participants et c'est des jeux enfantins. Ils ne le savent pas au début, mais c'est 6 jeux enfantins pendant 5 jours. Comme quoi, le saut à la corde? Le premier qui était très connu, là, c'est 1, 2, 3 soleil. Donc, il y a une espèce de, quelqu'un au bout qui se cache puis qui se tourne. 1, 2, 3 soleil, là, il ne faut plus que tu bouges. Mais en fait, dans le film, c'est une grande poupée mécanique avec des yeux qui détectent les mouvements et si vraiment la personne bouge, elle se fait tirer par des snipers puis là, elle est éliminée pour vrai. Mais c'est ça. Donc, les gens, ils savent que s'ils participent au jeu, ils savent pas au début qu'ils vont vraiment être éliminés. Donc là, vous imaginez, lors du premier jeu, qui est 1, 2, 3 soleil, là, ils voient que les gens meurent pour vrai. Là, tout le monde, les participants sont pris d'effroi et tout ça. Et après, ils sont invités. Une des règles, d'ailleurs, de ce grand jeu-là, c'est de dire si la majorité des participants est d'accord pour arrêter tout le jeu, tout le monde peut sortir, tout le monde retrouve sa liberté. Et c'est ce qui se passe. Deuxième épisode, d'ailleurs, tout le monde vote, tout le monde sort. Donc, mais c'est quoi, pourquoi ils ne feraient pas ça tout le temps? Pourquoi ils participent au jeu, même s'ils pourraient éviter toute cette violence? C'est ça qui est intéressant parce que les joueurs, ils se rendent compte finalement que c'est encore plus l'enfer à l'extérieur dans leur vie, dans la société dans laquelle ils vivent. Et donc, il y a quelque chose d'un peu juste dans ce jeu-là qui est de dire, tout le monde part à une chance égale. Vous connaissez les règles du jeu. Les règles sont très bien établies. Tout est strict. Mais si vous perdez, c'est soit la vie, soit la mort. Soit vous allez sortir riche, soit vous allez mourir. Et
Alors que la violence qu'il y a dans le monde réel, en dehors de ce jeu-là, est parfois encore plus violente et plus absurde. C'est ça que ça veut dire. Oui, puis au fond, le réalisateur de cette série-là, lui, c'est lui-même inspiré de sa vie qu'il a vécue en Corée du Sud. Donc, après la grande crise financière de 2009, sa famille a été très touchée. Lui, il n'a pas pu travailler pendant 1 an. Il vivait avec sa mère, sa grand-mère. Ils ont dû tout réhypothéquer, tout ça. Et lui, pour passer le temps, il s'est mis à lire des comic books là, ou des bandes dessinées où il y avait des histoires de jeux un peu survivalistes comme ça. Et il s'est posé la question, moi, si ce jeu-là existait pour vrai, est-ce que je participerais à ce genre de jeu-là pour gagner de l'argent, pour peut-être sauver ma vie et celle de ma famille, tu sais? Et donc, c'est ça qui lui a donné le goût de créer cette série-là, au fond, qui est une grande critique d'une société capitaliste très inégalitaire où, justement, la richesse est mal balancée. Et bon, dans les entrevues, entre autres au Guardian en Angleterre, il faisait référence à la COVID, comment certains pays ultra riches ont pu se faire vacciner 2, 3 puis 4 fois, alors qu'il y a des pays pauvres encore qui meurent, etc. Donc, puis la société sud-coréenne est un beau terreau pour ça. Et c'est pas la première fois que c'est évoqué dans l'art sud-coréen. D'ailleurs, je pense à Parasite en 2019 qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes, qui était exactement sur ce thème-là, des inégalités violentes parfois. C'est un thème qui n'est pas original du tout. Puis lui-même, le réalisateur, il dit, moi, ma critique du capitalisme n'est pas très profonde, mais il faut en parler puis il faut le dire. Et voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette série-là de Squid Game? Est-ce qu'il y a autre chose qu'une critique sociale? Est-ce qu'on peut y déceler des questionnements philosophiques, existentiels? Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des perles évangéliques dans ce film-là parce que, bon, là, tout le film se déroule autour d'un personnage principal qui a un nom coréen que je ne prononcerai pas. On va l'appeler Guy pour les bénéfices de la chronique. Et parce que c'est Guy Hung, là, en coréen. Bon, en tout cas. Mais moi, d'ailleurs, si ceux qui veulent l'écouter, je vous invite à l'écouter en coréen sous-titré. Là, ça m'a vraiment fait découvrir la beauté de cette langue-là. C'est très beau. Et donc, lui, c'est un peu un loser, tu sais, qui vit chez sa mère, qui est père d'un enfant, il est divorcé, il n'a pas la garde de sa fille parce qu'il est trop pourri, il est accro au jeu. Et là, il décide de faire ça un peu pour essayer de justement sauver sa mère qui est malade, qui doit payer, avoir sa fille, etc. Il veut se refaire, quoi. Il veut se refaire, mais c'est un espèce de loser vraiment au bon cœur. Donc, tout le long du film, il fait la figure de celui qui... Parce que vous comprenez qu'à un moment donné, quand les participants réalisent que... les plus intelligents le réalisent qu'ils vont peut-être mourir, ils s'associent entre eux. Il y a des gangs qui se forment dans l'arène du jeu. Et donc, c'est... lui, il s'entoure des plus faibles, des plus vulnérables. Il prend soin d'eux. Il y a d'ailleurs le rôle là-dedans d'un vieux qui participe au jeu. C'est le seul aîné et qui est un cancéreux en phase terminale qui dit moi je m'en fous, je vais mourir de toute façon. J'ai rien à perdre. Et on apprend à la toute fin que le vieux, c'est le fondateur du jeu. Ouais, grosse affaire, mais je reviendrai sur ce point-là si j'ai le temps. Punch! Donc, il en prend soin, mais à un moment donné, il se fait pipi sur lui parce qu'il a trop peur, et là, il vient l'entourer d'un vêtement pour le cacher. Il en prend vraiment soin, il défend les aînés, notre personnage Guy. Même qu'il y a d'autres personnages, là, entre autres, il y a un jeu à un moment donné, c'est un jeu de billes, puis c'est sûr que ils se mettent en équipe de 2 pour jouer aux billes, puis un des 2 perdants va mourir, c'est sûr. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a des personnages là-dedans qui décident de donner leur vie librement pour l'autre. Ben voyons donc. Ouais, en voulant dire, moi, regarde, j'ai rien à perdre ici, donc je préfère que ce soit toi qui vives. Toi, t'as de la famille, t'as des amis, donc toi, je te donne ma vie. Il y a des sacrifices, là. Il y a des sacrifices, et même notre personnage Guy, dans ce jeu-là, entre autres, qui joue avec le vieillard, à un moment donné, le vieillard joue le rôle d'un sénile et Guy va essayer de l'extorquer un peu les billes. Il se repentit de son péché, de dire, ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait. Et finalement, le vieillard lui dit, je te donne ma dernière bille pour que tu gagnes le jeu. Il accepte d'être tué. Mais dans le fond, on apprend plus tard qu'il n'a pas été tué parce que c'est lui le fondateur du jeu. Et voilà, donc il y a plein de perles évangéliques. Moi, ça m'a fait penser à cette phrase de Saint Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et il y a quelque chose dans ce film-là qui est de descendre dans les ténèbres profondes du cœur humain, dans des situations psychologiques très complexes où finalement il y a une violence qui se déchaîne devant la quête de la survie, la quête de l'argent. Et c'est une jungle. Oui, c'est une jungle. Puis c'est beau de voir que dans le fond, tout ce qui se passe dans cette série-là, c'est de montrer
montrer que il y a encore des parcelles d'humanité, de dignité dans ces personnes-là qui participent au jeu. Et il y a même, c'est ça, notre personnage, au fond, Guy, je vous le cacherai pas, c'est lui qui remporte à la fin. Et il remporte, puis le dernier jeu, le jeu du calmar, il doit se battre contre son meilleur ami. À un moment donné, il est sur le bord de gagner, puis il décide de renoncer à la victoire pour dire à son ami, viens-t'en, on s'en va d'ici, puis son ami se suicide devant lui parce qu'il n'accepte pas la honte de vivre ça. Et donc, notre ami Guy sort du jeu, mais il gagne des millions de dollars, puis il touche à 0 cents parce que il est scandalisé de ce qui vient de se passer, de voir la bassesse de l'humanité qu'il a vécu dans ce jeu-là. Et il décide, au fond, d'essayer de racheter tout ce qu'il a vu lui-même. Il garde foi en l'humanité malgré tout. Et je reviens avec mon vieillard. Là. Mon vieillard, il le revoit à la fin. Et là, il lui dit tout, dans le fond, que c'était lui le fondateur et tout. Et ils font une espèce de jeu final ensemble pour voir. Il y a un clochard dans la rue. Et il dit, si le clochard, il y a quelqu'un qui vient l'aider avant minuit, toi, tu auras gagné et moi, j'aurais perdu. Et donc, notre Guy, lui, fait le pari que l'humanité était encore assez bonne pour que le vieillard soit aidé. Et de fait, le vieillard est aidé. Wow. James Langlois, je rappelle, tu nous parles de Squid Game ou le jeu du calmar, là, cette série mondialement populaire sur Netflix. T'es pas le premier chroniqueur chrétien à te pencher là-dessus. Il y en a eu d'autres avant toi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, c'est sûr que, bon, il reste que c'est un film violent, je le disais, 16 ans et plus. Il a été très critiqué pour ça. Mais toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la violence dans un film, à quoi elle sert. Je pense que c'est un peu comme la sexualité. Hein. Dans le fond, il y a deux extrêmes. Il y a la pudibonderie, on dit on verra jamais de sexualité dans les films ou quoi que ce soit, puis il y a la pornographie. Je pense que qui est un autre excès où on banalise totalement ça. Donc, je pense qu'il y a certains films qui banalisent. Entre les deux, il y a au moins 50 nuances de gris. Oui, mais pas le film. Mais donc, je pense qu'on peut... je pense qu'il y a moyen de montrer de la violence avec un but précis. Et je pense que la violence dans cette série-là nous aide vraiment à rentrer dans la tragédie humaine, de vivre vraiment c'est quoi les inégalités, la pauvreté de ces gens-là dans une société capitaliste sauvage. Et voilà, moi je pense que il y a comme cette balance-là, mais c'est ça, il y a des commentateurs chrétiens qui disent que dans le fond, c'est tout le contraire du message évangélique parce que le message évangélique est un homme qui meurt pour rembourser la dette de tous. Là, c'est tous qui meurent pour rembourser la dette d'un seul. Beau parallèle. Véronique, oui? Je voulais savoir, finalement, le réalisateur, est-ce qu'il s'est refait une santé financière dans la vraie vie? Oui. Puis d'ailleurs... On peut le supposer. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait la critique. Ouais, tu critiques le capitalisme, mais là, tu fais le profit avec Netflix. Il dit, mais il dit quand même, Netflix, c'est pas Amazon. Là, il dit, concrètement, là, ça... J'ai dit ça. Bon, c'est pas des entreprises, des grandes entreprises qui exploitent des gens sur le terrain, là, mais bon, c'est une autre affaire. Là. Mais c'est ça, il dit dans le fond, j'ai pas non plus. Netflix m'a pas surpayé grâce à ça, mais oui, il a fait d'autres films aussi, d'autres séries, puis aujourd'hui, il s'en est sorti. Émilie, puis Ariane. Ben ça, moi, je voulais pas repartir sur autre chose, mais en tout cas, j'apprécie le langue que, en tout cas, la façon dont tu nous parles de la série, là, ça me fait apprendre beaucoup de choses, mais moi, ça avait attiré mon attention, étant donné que ça avait fait scandale dans les écoles du Québec, que des jeunes se déguisent, en tout cas en costume, en référant à la série. Là. Bien, ça, c'est tout l'enjeu, hein, parce que même si le film est 16 ans et plus sur Netflix, c'est qu'il a tellement été populaire que dans la culture populaire, sur les réseaux sociaux, dans les petites vidéos, dans les memes, ça s'est tellement répandu qu'il y a des jeunes qui ont vu des extraits sur TikTok, entre autres, et des jeunes dans les écoles primaires, secondaires, et qui ont essayé de... Bien en bas de 16 ans. Là, oui, bien en bas de 16 ans, qui ont essayé de mettre... qui se sont inspirés de ça dans la cour d'école pour faire des jeux. Donc, le fameux 1, 2, 3 soleil, au lieu de te faire tirer une balle par un sniper, ils se donnaient des coups de poing, tu sais, dans la cour d'école. Mais tout ça pour dire que... C'est moins pire, mais c'est pas cool quand même. Non, mais tout ça pour dire que je pense que l'enjeu ici, c'est l'accessibilité des jeunes aux écrans, la supervision des parents, la médiation des adultes, bien plus que la violence en soi dans un film ou une série, tu sais. Là, 30 secondes, Ariane. Ben, vu qu'on amenait Netflix aussi, en fait, moi, quand j'ai vu ça dans mon fil Netflix, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment une nouvelle série populaire ou est-ce que c'est Netflix qui pousse la série pour qu'elle devienne populaire? Donc, je ne l'ai pas encore écoutée parce que je me demandais sérieusement,
Est-ce que c'est vraiment une bonne série ou est-ce qu'on est tous des pantins au service de l'algorithme Netflix? Moi, je trouve que l'univers est très bien fait, l'intrigue est très bonne. Tu sais, c'est 144 millions de lectures. Là. Ça a été la série la plus lue jusqu'à maintenant sur Netflix à tout jamais. Et le scénariste, il dit, moi, je pense que la série a été populaire parce que, dans le fond, ça rejoint une réalité humaine universelle, tu sais, qui sont les inégalités, la pauvreté, aussi la tragédie, la quête du pouvoir, l'infidélité des gens dans leurs convictions, etc. James Langlois, tu nous brossais un portrait. En fait, tu nous faisais une critique de la série de Squid Game, en français Le jeu du calmar. On peut voir ça ou pas, maintenant qu'on sait toute l'histoire. Ouais, c'est ça. Sur Netflix. Merci, James. Merci. C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la pièce Cinéma du groupe québécois Bon Enfant, un groupe qui nous a été chaudement recommandé par notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe. T'aimes ça, toi, hein? Vraiment, vraiment. Gros sourire. Alors, depuis dimanche dernier, le monde occidental au grand complet est entré dans cette période de préparation à Noël que l'on nomme magasinage des fêtes. Non, c'est pas ça? L'Avent, Antoine. Ah, l'Avent. Ben oui, toi. Parallèlement, merci. Parallèlement à ça, dans l'Église débute la période, cette semaine, débute la période liturgique de l'Avent. Et dans bien des foyers, on voit alors apparaître un calendrier de l'Avent.
pour explorer les origines de cette tradition. La chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe est avec nous. Salut Ariane. Allô Antoine. Alors dis-nous tout de suite, Ariane, ça a été inventé par Costco, ça, les calendriers de l'Avent, non? Ben non, pas tout à fait. Ah. En fait, je pense pas que je vais te reprendre dans ton introduction parce que Reprends-moi. beaucoup de gens probablement ne s'imaginent pas encore qu'on est dans l'Avent parce que traditionnellement, les calendriers commerciaux commencent le 1er décembre, alors que l'Avent, liturgiquement, ne commence pas nécessairement le 1er décembre, mais bien 4 dimanches avant Noël. C'est juste. C'est juste ce que C'est tu juste. dis. Ben oui, tout Mais à fait. pour revenir à ta question avec un peu plus de sérieux, D'où c'est que ça vient? ben, on doit le calendrier de l'Avent aux Allemands. En fait, on doit plusieurs traditions de Noël aux Allemands. Le sapin de Noël, ça vient des Allemands. Les couronnes de Noël, ça vient des Allemands. Et les calendriers de l'Avent aussi. Alors, il faut dire qu'au début, ça avait une forme tout à fait différente de ce qu'on connaît présentement. C'était plutôt une tradition au 19e siècle chez les familles protestantes allemandes de donner une image pieuse à leurs enfants chaque jour de l'Avent pour patienter, marquer le temps jusqu'à Noël. C'est pas eux qui ont inventé le Père Noël aussi, les Allemands? Ou, non? Non, ça, c'est Coke. Saint-Nicolas. Ouais, Santa Claus. Ah, ouais, oui, c'est- Santa Claus. Non, je sais pas, je dis ça de même. On aura peut-être une chronique sur le Père Noël bientôt à l'émission, qui sait. Mais là, Ou pas. Ça a été inventé donc en Allemagne, le calendrier de C'est ça. l'Avent. J'imagine qu'avec les années du communisme, là, ça a connu des remous, là, cette tradition-là. Oui, tout à fait. Puis en fait, même avant ça, on a vu au début du 20e siècle, là, à un moment donné, il y a effectivement un éditeur allemand qui a eu la bonne idée. « Hey, c'est le fun, ça, le calendrier d'avant, je vais le commercialiser. » Donc, Ben il a ouais. vraiment fait... Il y a une pièce à faire avec ça. Il y a une pièce à faire. Il avait vraiment bien vu ce monsieur-là. Puis donc, il a commencé par faire un calendrier, donc un peu comme un calendrier qu'on connaît, avec les petites images chaque jour. Puis, quelques années plus tard, ils ont rajouté les petites fenêtres. Et là, ça, vraiment, c'était le coup de génie, parce que ce qui est le fun dans le calendrier de l'Avent, c'est d'ouvrir la petite fenêtre. Donc, au début, la petite fenêtre nous permettait, chaque matin de l'Avent, de découvrir une image pieuse pour nous inspirer dans l'attente joyeuse envers Noël. Mais à partir des années 50, les images pieuses ont été remplacées par des chocolats. Ah. Et là, ça aussi, ça a effectivement contribué à l'essor de la popularité du calendrier de l'Avent. À peu Je près pensais dans- que tu allais dire, à partir des années 50, on ouvrait la fenêtre puis c'était la face de Staline qui avait... Non, c'est pas ça. Non, mais effectivement, le calendrier de l'Avent a connu vraiment toutes sortes de trajectoires à travers le monde et en Allemagne et toutes sortes de variations sociopolitiques. Donc, la première chose que j'ai appris en préparant cette chronique, c'est que les calendriers de l'Avent ont été importés en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les soldats américains qui étaient en Europe ont découvert ça et se sont mis à en envoyer à leur famille. Il y a même les éditeurs allemands qui ont commencé à faire des notes explicatives en anglais pour que les gens comprennent comment utiliser, parce qu'il ne faut pas ouvrir toutes les cases la même journée, sinon ça ne marche pas. Ça prend des consignes claires. Là. Exactement. Pas se Puis, tromper. dans... Ouvrir les cases dans le bon ordre, le 1 d'abord, ensuite le 2, tout ça. Exactement. C'est pas aussi simple que ça pourrait en avoir l'air, surtout pour les enfants quand même. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'en Allemagne aussi, le calendrier de l'Avent a connu toutes sortes d'évolutions, autant du côté de l'Est que de l'Ouest. Donc, effectivement, du côté de l'Allemagne de l'Est, les communistes ont bien voulu éradiquer toutes les références religieuses dans les calendriers. Donc, à bas la crèche, on a mis un sapin de Noël, on a mis... je pense pas que le Père Noël était présent, vu que c'est un symbole plutôt capitaliste, mais reste que il y avait cette tentative-là. On a même essayé d'insuffler un peu d'esprit moderne en vantant les prouesses spatiales. Ah ouais? Oui, exactement. Mais il faut dire que ça n'a pas été très populaire. On dirait que les gens soient communistes ou pas, là, il y a souvent un petit attachement aux symboles traditionnels. Donc, les gens voulaient encore avoir de la neige, puis des petits animaux de la forêt, puis toutes sortes de symboles traditionnels sur leur calendrier de l'Avent. Ariane Blais-Lacombe, le calendrier de l'Avent est aujourd'hui, en tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais on voit apparaître ça. Il y en a de toutes sortes. J'ai même vu une caisse de bière en calendrier de l'Avent. Alors, il y a de tout maintenant. Ben oui, il y en a de tout. Puis, tu sais, c'est ça, on n'a même pas fini. Moi, j'ai même pas encore fini de manger de mon chocolat d'Halloween, que déjà, je vais commencer à peut-être manger du chocolat de calendrier de l'Avent. Il y a des calendriers de bière, de thé, de
fromages, vraiment, il y en a de toutes les sortes. Puis, ça coûte cher, Antoine, ces calendriers-là spéciaux. Moi, j'ai fait le saut, j'ai décidé d'en regarder un peu pour le fun, puis je me suis dit... Je pensais que tu allais dire, j'ai décidé d'en acheter plein, j'ai gardé les factures, les voici. Ça serait pas pire. Mais tu sais, déjà, comme si ça nous coûtait pas assez cher en cadeau de Noël, là, il faut en plus qu'on achète des calendriers de l'Avent pour chacun de nos enfants, notre mère, notre tante, tout le monde. Non, c'est trop. C'est la folie consumériste à son plus fort. Il faut en choisir un et un seul et le bon. Et là, tu auras sûrement des suggestions pour nous dans quelques instants. James. Je vais juste donner 2 petits exemples de calendriers de l'Avent alternatifs. Je ne sais pas si tu allais en parler, mais donc, j'ai vu il y a quelques années, je pense que c'était Oxfam ou Développement épais qui faisait justement un calendrier de l'Avent, mais c'était avec chaque jour, tu devais comme mettre de l'argent dans une boîte ou des biens pour les donner. Ça, je trouve ça intéressant. Puis je connais aussi des familles qui montent eux-mêmes leur calendrier de l'Avent avec des épingles, des enveloppes, tout ça. Et chaque enfant doit aller piger des choses secrètes qu'ils doivent faire, des gestes à poser, etc. Donc, c'est une autre manière, je trouve, qui est vraiment intéressante pour se préparer à Noël, qui est peut-être encore plus dans l'esprit que de manger un chocolat. Là. Mais c'est exactement vers là que je m'allais. Donc, il ne faut pas nécessairement... Donc, c'est la fin de la chronique. Ah? James a tout dit, c'est fini. Non. Non, en fait, tu mets bien le terrain. J'en mange des chocolats, là. Je ne veux pas faire la morale à personne, c'est pas ça le but. Non, tout à fait. Mais écoute, parce que c'est vrai qu'on peut faire des calendriers maison, puis en fait, c'est peut-être la manière de faire quelque chose qui va finalement nous représenter, vraiment mettre de l'avant ce qu'on veut pour Noël. Donc, moi, l'an passé, j'ai effectivement fait un petit calendrier, comme tu disais. Là, en fait, moi, dans ma jeunesse, mes parents avaient ma mère avait un calendrier réutilisable avec des petites pochettes. Ah ouais? J'avais des bonnes actions à accomplir. Puis, dans mon souvenir, c'était super le fun. Tu sais, j'aimais vraiment ça. Fait que je me suis dit, je vais faire la même chose avec mon enfant. Donc, j'ai pris 25 petits cartons. J'ai mis des bonnes actions, hein, donner de la nourriture pour des paniers de Noël, appeler tous les grands-parents, mettre la table. Tu sais, puis je me disais, ça va être vraiment le fun, puis pour le motiver, il va avoir une petite gâterie après la bonne action. Ah, mais tu vois, tu t'es cherché le meilleur des deux mondes. Erreur. C'était le pire des deux mondes parce que j'avais un enfant de 3 ans qui voulait pas faire sa bonne action et qui me faisait une crise pour avoir le Whippet tout de suite. Donc vraiment, c'est un flop. Puis là, cette année, j'ai décidé de faire ça. Non, j'ai décidé de faire les choses autrement. Mais vous, est-ce que vous en avez des idées de calendrier de Noël ou des souvenirs de jeunesse par rapport à ça? Moi, je m'en tiens au calendrier au chocolat, mais je trouve vraiment l'idée de James excellente. Un calendrier d'entraide et ouvert sur le monde et des bonnes actions. Calendrier zéro déchet, réutilisable. Ouais, ça m'inspire aussi. Là. On peut même en faire pour adultes, hein? Oui, certainement. Mais ma question du jour. Tu veux dire aussi... avec des bonnes actions pour adultes, là, pas version 3X. Pas juste les OK. Non, mais c'est parce que ça existe. Hein, je le voyais dans tes notes. Il y a des calendriers. Cochon! Non, mais il y a eu de tout. Hein, ça a été récupéré quand le capitalisme s'installe là-dedans. Si on peut le vendre, ça existe. Là. Exactement. Alors, ça fait partie des récupérations du calendrier de l'Avent. Jusque dans l'érotisme, c'est allé assez loin. Mais c'est pas de ça dont tu parlais. Non, quand je parle de calendrier pour adultes, je veux dire que les bonnes actions, c'est pas juste pour les enfants. Et les scouts, on pourrait, nous aussi, les adultes, se faire des calendriers de bonnes actions. Une bière par jour, c'est quand même un calendrier d'adulte. Pour adultes, oui, mais c'est ça, dans ce sens-là. Émilie, ouais? Moi, je me souviens, c'est ça, il y a eu la passe là, des calendriers de chocolat, puis je sais pas si ma mère a constaté que quand on commençait à prendre ça au début de la journée, après ça, était faite, on était trop énervés, mais à un moment donné, c'est devenu un calendrier avec des images, puis par la suite, quand on était un peu plus vieux, c'est revenu le calendrier de chocolat, puis en tout cas, on s'est passé par toutes sortes de choses, mais bon... ça ressemble à ça. Puis le dernier calendrier qu'on avait, c'était intéressant, puis je l'ai gardé chez nous, c'est que c'était un calendrier, c'est un sapin avec comme des boules de Noël à chaque date, mais c'est réutilisable. En fait, tu peux mettre un mot, une surprise dedans. Donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est sûr que les versions réutilisables sont quand même très intéressantes. Ouais. Le souvenir qui me vient en tête, c'est chez nous, on était 11 enfants. Alors, faut dire qu'on avait chacun notre jour de chocolat, un à la suite de l'autre. Fait que tu avais peut-être 2 chocolats, 2 chocolats et demi là, durant tout le calendrier. C'était un peu plate. Fait que finalement, on faisait Il était-tu bon? Il goûtait la paraffine en plus? Non, ça goûte dégueulasse. Là, c'est de l'orama. C'est du chocolat le plus cheap possible sur le marché. Là, donc, mais j'en veux pas à mes parents pour ça. C'est correct, je suis réconcilié avec mon histoire. Tant mieux. Mais je me rappelle aussi, nous autres, on partageait. C'était quand même bien dans ce sens-là parce que c'était une incitation à partager qu'il fallait que je le partage avec ma sœur. Puis même
comme des années plus tard, c'était toute la famille, là, c'était son jour. Donc, il y avait quand même ça qui était bien, là, de développer la notion de partage. Bien, cette année, j'ai trouvé aussi un type de calendrier de l'Avent qui peut se partager par toute la famille, qui n'implique pas de chocolat de basse qualité et qui est effectivement chrétien. Donc, je vous présente ça. Ça s'appelle l'arbre de Jessé. Jessé, c'est le père à David. Exactement. Donc, l'arrière-grand-père de Jésus. Et là, tu touches le point. Le point, parce que c'est en fait dans les calendriers de l'Avent, souvent c'est comme un sapin, c'est comme un arbre. Et là, on fait l'arbre généalogique de Jésus avant sa naissance à Noël. On ne peut plus concept. Très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Donc, on peut en trouver différentes versions sur Internet. Le but, c'est de lire à chaque jour un petit passage biblique qui est comme une sorte de pièce dans l'arbre généalogique de Jésus, dans l'arbre de Jessé. Donc, il va y avoir l'histoire de Joseph, par exemple, le prophète Élie, Élisabeth et Zacharie, l'Annonciation. Donc, on place les pièces une à une, puis souvent, il va y avoir quelque chose de physique, parce que les enfants, ça aime bien avoir des choses physiques pour... tangibles. Tangibles, exactement. Donc, on peut imprimer des petites images, puis on va après les mettre, c'est un peu à nous de décider. On peut les mettre dans le sapin ou avoir notre propre arbre de Jessé, ou j'imagine qu'on peut organiser ça en guirlande comme on veut, mais... Il n'y a pas, par rapport à mon flop de l'an passé, ça implique pas que mes enfants fassent rien. J'ai pas besoin de leur tordre le bras et ça implique aucune récompense pour lesquelles ils me feraient une crise. Ce n'est que pure gratuité. Ce n'est que pure gratuité, moment en famille, découverte de la Bible. Alors, j'essaie ça cette année. J'essaie ça, l'arbre de Jessé. Ah, c'est fort. Et je viendrai vous faire un bilan. L'an prochain. L'an prochain. Ariane Blais-Lacombe, tu nous parlais des calendriers de l'Avent et spécialement de ta suggestion de 2021, l'arbre de Jessé. On a juste à taper ça sur notre moteur de recherche, puis on va avoir des exemples peut-être, ou en tout cas, où on s'en invente un à la maison. Plus en anglais, je dirais. C'est une tradition qui peut-être est plus anglophone que francophone, mais on va partir ça, on va changer les choses. Ben ouais, c'est ça, on change le cours de l'histoire. Merci Ariane beaucoup. Ça fait plaisir. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, quelques suggestions culturelles de nos chroniqueurs et invités. James? Cette semaine, j'ai parlé d'une série un peu apocalyptique où on voit beaucoup la tragédie du monde dans lequel on vit. Mais je voulais vous suggérer un fameux livre de Fabrice Adjadj qui est très cher à la rédaction du Verbe et qui s'appelle « L'aubaine d'être né en ce temps pour un apostolat de l'Apocalypse ». Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Fabrice Adjadj, c'est ce fameux philosophe chrétien français qui écrit d'excellents livres. Et dans ça, c'est une toute petite plaquette. C'est une conférence qu'il a donnée, qu'il a remis en livre, qui est édité aux éditions de l'Emmanuel, dans laquelle, finalement, il invite les chrétiens à témoigner de l'espérance dans ce monde-ci, même si ce monde-ci est imparfait, à voir que c'est vraiment un aubaine, comme il dit dans le titre, d'être chrétien dans ce monde-ci. Une aubaine dans le sens d'une occasion en or. Oui, une occasion en or. Et le livre a été réédité avec un petit supplément qui s'appelle Suivi, pardon, pas Suivi, mais le premier texte est Suivi de l'amour au temps du Corona. Donc, encore une fois, Fabrice nous invite les chrétiens à être témoins de l'espérance dans ce temps de, en tout cas, pandémie ou post-pandémie. Aux éditions d'Emmanuel, l'aubaine d'être né en ce temps. Merci James Langlois. Émilie Frémont-Cloutier, quelque chose à se mettre dans les oreilles? Mais j'ai simplement le goût là, de vous recommander de nouveau d'aller consulter le balado des valoristes. C'est ça, disponible sur Sequoia, puis toutes les plateformes en ligne. Dont on parlait cette semaine à l'émission, et un balado animé par Véronique Demers, qui est avec nous aussi cette semaine. Merci à toutes les deux. Hein. Je le souligne, je suis vraiment d'accord avec toi, Émilie. C'est de très grande qualité. Ça s'écoute, c'est très agréable. Beaucoup d'interviews, d'extraits, de terrain. Du très beau travail. C'est sur ckiafm.org. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Ariane, une petite suggestion, oui? Avec plaisir. Moi, je suis très contente de toutes les suggestions qui ont été faites aujourd'hui. Ça me donne plein d'idées. Et à mon tour, j'aimerais vous suggérer de découvrir l'artiste Étienne Copé, qui est un chanteur
qui fait de la bonne musique québécoise en français. C'est doux, c'est vivant, ça s'écoute bien, vraiment. Une belle découverte que j'ai faite récemment. Il vient de sortir son album cet automne. Il me semble qu'il s'appelle... Et on pleurera ensemble. Il y a des Voilà. touches gospel là-dedans. C'est très, très beau, très doux. Tu as Poétique. bien raison. Copé, C-O-P-P-E. On en a fait déjà jouer ici. Oui, une fois. Oui, on n'est pas du monde. Continuez. Oui, on va continuer, c'est ça. Et d'ailleurs, concernant les calendriers de l'Avent dont tu as parlé cette semaine, là, les calendriers Laura Socor sont très bons. Tantôt, c'était la pub de char, là, c'est la pub de chocolat. Puis il y en a d'autres, des chocolats bio-équitables au Québec. Erico, entre autres, qui en fait, je pense. Ça, tant qu'à manger du chocolat, on devrait en Mangez-en manger du bon. Mais Marie-Lou, c'est sold out. Ou faites-le Marie-Lou, vous-même. 3 fois par Faites-le jour. vous-même avec vos enfants. Ah, ben oui, bonne idée. Moi, j'en ai une suggestion aussi. Tu parlais de Squid Game. Il y a eu un livre d'un Italien qui s'appelle Alessandro Barrico, qui s'appelle The Game, où il analyse l'époque dans laquelle on vit sous l'angle du paradigme du jeu. On vit dans une game, là, c'est comme le schéma fondateur de notre époque, le jeu. Donc, c'est une analyse, en tout cas, qui m'apparaît fort intéressante. Là. Un auteur à suivre, en tout cas, Alessandro Barrico, c'est publié chez Gallimard en 2019. D'ailleurs, concernant Squid Game, le blogueur Jonathan Pajot disait, en parlant de Squid Game, que notre monde s'en allait vers une dérive autoritariste et de gamification, de ludification de la vie. Donc, c'est en plein là-dedans. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le-unionverbe.com/radio. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont on n'est pas du monde.